Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs. Bienvenue sur Téléchat si vous venez de nous joindre. Les Belles Lettres, votre magazine, vous amène aujourd'hui sur un terrain peu ordinaire. Le droit de façon générale, mais surtout les droits de l'homme de façon particulière. Et donc pour en parler, nous recevons sur ce plateau un grand monsieur, il s'appelle Roger Coudé. Avec lui, donc, nous allons parler de son ouvrage intitulé « La fondamentalité des droits de l'homme », paru aux éditions des Archives contemporaines en 2020. C'est un ouvrage de 178 pages divisé en deux grandes parties où nous allons avoir des questions qui nous parlent des droits de l'homme, de leur origine et surtout des textes qui les encadrent. Monsieur Roger Coudé est professeur HDR de droit international. Il est titulaire de la chaire UNESCO, Mémoire, Culture et Interculturalité et professeur à l'Institut des droits de l'homme de Lyon, donc à l'Université catholique de Lyon en France. Il est auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels Les droits de l'homme, défis et mutations, paru chez l'Harmattan à Paris en 2013. Rwanda, 20 ans après, le génocide des Tutsis et la situation des survivants, paru dans la même maison d'édition en 2018. Les droits de l'homme, un défi permanent, dans la même édition encore en 2019. Et Discours sur la paix, la justice et les institutions efficaces, paru en 2021. Donc, la fondamentalité des droits de l'homme est le 5e ouvrage donc, paru. Bonjour, monsieur Roger. Bonjour, monsieur Wankissam. Bienvenue. Merci infiniment. Voilà. Alors, de vos 5 publications, 4 font référence aux droits de l'homme. Et même le cinquième ouvrage peut facilement être arrimé donc, à cette thématique. Pourquoi ce sujet retient-il tant votre attention, les droits de l'homme? Vous me permettrez dans un premier temps de vous exprimer mes sincères remerciements de l'honneur que vous me faites de prendre part à votre émission, dont je suis l'un des téléspectateurs également. Et j'ai appris énormément de choses en suivant celles et ceux qui m'ont précédé ici, dans cette émission. Vous avez mis l'accent sur la problématique des droits de l'homme qui est récurrente dans mes réflexions, dans mes travaux, simplement parce que c'est l'un de mes domaines de compétences, d'abord à la base un juriste, mais chemin faisant, je me suis spécialisé dans le domaine des droits de l'homme, notamment dans le domaine du droit international des droits de l'homme, et que cela m'a conduit, y compris pour mon travail de thèse. Mais alors, les droits de l'homme retiennent aussi mon attention dans mes réflexions pour une autre raison. J'étais à la base un militant, un défenseur des droits de l'homme, avec mes amis, quand nous étions jeunes étudiants, ici à l'Université du Tchad, à l'époque, l'Université d'Injamena aujourd'hui, nous avons créé l'association Jeunesse Anti-Clivage qui avait pour vocation justement d'œuvrer pour une société sans clivage, une société respectueuse de toutes les différences, une société œuvrant pour la cohésion sociale, et cela passe nécessairement par les droits de l'homme. Et cela nous a valu, avec la JAC, le prix des droits de l'homme de la République française, le prix Shalom, etc. Et donc, les droits de l'homme font partie intégrante de mon parcours universitaire, militant, de ma jeunesse en tant que scout, etc. Tout à fait. Alors, les droits de l'homme, cette notion prête souvent à confusion, si bien que si l'on faisait, par exemple, dans notre jargon, un micro-trottoir, vous serez étonné peut-être des réponses que les téléspectateurs vont donner, les différentes acceptions qu'ils en ont. Oui. Donc, qu'appelle-t-on droit de l'homme de façon terre à terre? Alors, de façon terre à terre, on peut penser les droits de l'homme simplement du point de vue de leur construction historique, conférant à tout individu le droit d'être protégé dans sa dignité, dans son intégrité physique, dans ses droits, etc. Et donc, on pense ces droits de l'homme comme partie intégrante de l'être humain, en fait. On ne peut pas séparer ces droits de l'homme de son titulaire, des individus. Et donc, on considère que les droits de l'homme sont ces constructions qui garantissent, qui permettent d'assurer la protection
de tout être humain dans sa dignité intrinsèque. Et alors, en parlant des droits de l'homme, alors, si on peut le décliner autrement, c'est-à-dire il s'agit d'une sorte de discours sur l'homme, une sorte de discours de représentation de l'homme. Et quand je parle de discours de représentation de l'homme, ce n'est pas nécessairement dans la construction intellectuelle, juridique, normative, etc. C'est-à-dire, dans toutes les traditions, il y a une façon de penser l'homme. De définir la place qui doit être celle de l'homme dans l'univers global, parce qu'il n'y a pas que l'homme dans le monde. Or, dans toutes les traditions, on va conférer à l'homme un statut particulier, une place, une représentation particulière, et c'est là, au travers des traditions historiques, religieuses, culturelles, philosophiques, etc. Et ça, ce constat, on peut le faire dans toutes les sociétés d'aujourd'hui, les sociétés anciennes, etc., etc. Et donc, c'est ce qui fait que quand on parle de l'être humain, de sa dignité et notamment de la protection de sa dignité, cela renvoie nécessairement à la question des droits de l'homme. Alors, les défenseurs des droits de l'homme, vous venez de l'évoquer, vous faites partie de ceux-là, sont le plus souvent assimilés à des opposants politiques. Et comme tels, ils sont quelquefois persécutés par des régimes au pouvoir. Mais en tant que spécialiste de la chose, est-ce qu'il y a une frontière entre défenseurs des droits de l'homme et puis politique? Alors, j'ai fait un travail à la demande d'un État. J'ai fait un travail sur le rôle de l'État dans la protection des droits de l'homme. C'est-à-dire, je pars de l'idée, et d'ailleurs cela ressort également dans mon ouvrage, je pars de l'idée que l'État est la condition sine qua non pour l'effectivité, le respect et la garantie des droits de l'homme. C'est-à-dire, on ne peut pas parler des droits de l'homme en dehors de l'intervention de l'État. Parce qu'en dehors de l'intervention de l'État, les auteurs comme Thomas Hobbes considèrent que ces droits ne seront jamais réalisés. Parce que pour qu'il y ait le respect des droits des uns et des autres, il faut qu'il y ait une autorité investie de la force commune, c'est-à-dire ce que Rousseau appelle la res publica. La première phrase qui commence dans l'ouvrage de Rousseau intitulé « Le contrat social » dit ceci, et cette formule, elle est fondamentale et elle répond à elle seule à la question que vous venez de poser. Et elle déconstruit aussi certains préjugés que l'on entend ça et là. Rousseau dit dans le contrat social qu'il est important de trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé et par laquelle chacun, en s'unissant aux autres, ne fait pourtant qu'obéir qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. C'est-à-dire, Rousseau fait allusion à l'État comme condition sine qua non pour la garantie de la protection des droits de tout un chacun. Et maintenant, dans la mise en œuvre de ces droits de l'homme, qu'est-ce qui se passe concrètement? Les déclarations, les textes référentiels en matière des droits de l'homme sont des textes adoptés par les États. Expression de la volonté de ces États, expression de leur souveraineté. Que nous prenions les déclarations adoptées par les États comme la déclaration française de 1789, la déclaration américaine de 1776, etc. Ce sont des textes adoptés par ces États en tant qu'expression de leur souveraineté. Maintenant, quand on prend ces mêmes droits de l'homme du point de vue de leur internationalité, du point de vue de leur globalité, aujourd'hui dans le cadre des Nations Unies par exemple, ces droits de l'homme sont consignés dans des traités internationaux et les États y souscrivent librement en tant qu'entité souveraine. Il n'y a pas d'obligation en matière d'adhésion aux traités internationaux. Et quand un État adhère à un traité international, il ne fait que manifester sa liberté, sa souveraineté-liberté, ce qu'on appelle l'impérium, pour souscrire à la vision du monde et à la vision de l'homme que lui-même se fait. Donc, de ce point de vue, quand on parle de la défense des droits de l'homme, on parle d'abord du rôle de l'État. Il vous souviendra que tous les États, par exemple, disposent d'organismes chargés des droits de l'homme, les commissions nationales des droits de l'homme et les institutions traditionnelles de protection des personnes. Les ministères de la Défense, de la Sécurité, de la Justice, de l'Intérieur, etc. Quelle est la vocation de ces institutions ? C'est de protéger les citoyens dans leur dignité, dans leurs droits, non seulement par rapport aux violations qui viendraient de l'extérieur, mais des violations horizontales, c'est-à-dire entre les personnes. Et donc, de ce point de vue, et c'est par là que je voudrais conclure en répondant à votre question, de ce point de vue, normalement,
ceux qu'on appelle les défenseurs des droits de l'homme, s'ils sont dans leur rôle de défenseurs des droits de l'homme, c'est-à-dire que ce sont des auxiliaires, ce sont des personnes, des hommes et des femmes engagés à accompagner l'État dans sa mission première, qui est celle de protéger les personnes. N'oublions pas que la raison d'être de l'État, c'est la protection des personnes. Et donc quand quelqu'un s'engage à œuvrer pour les droits de l'homme, s'il n'y a pas d'amalgame avec d'autres considérations, ça veut dire que c'est une personne qui est engagée à accompagner l'État dans la réalisation de sa mission première, qui est celle de la protection des personnes. Il n'est donc pas un homme politique. Nécessairement, non. Voilà. Alors, et si nous remontions aux origines des droits humains, oui. Vous écrivez que dans le contexte de la France, il faut repartir au XVIe siècle pour situer la genèse des droits humains. Oui. L'édit de Nantes, sous le roi, je crois, c'est Henri IV. Oui. Voilà. Oui. Alors, comment cet édit a survécu dans le temps et dans l'espace pour nous atteindre aujourd'hui de façon à ce que nous puissions aussi nous en servir? Alors, en faisant référence à l'édit de Nantes, c'est une façon aussi, on était en 1593, c'est une façon aussi de déconstruire un autre préjugé, une autre idée reçue, parce que quand on parle des droits de l'homme, et notamment dans le contexte français, dans le contexte francophone, et même dans le contexte mondial parfois, on fait référence tout de suite à la déclaration de 1789 comme l'acte fondateur des droits de l'homme. Ou alors on fait la référence à la déclaration américaine de 1776 comme l'acte fondateur. D'ailleurs, ces deux instruments que je viens de citer sont souvent considérés comme les textes fondateurs des droits de l'homme, ce qui est une imposture intellectuellement parlant, parce que si on veut être objectif historiquement, c'est pas mon rôle, je ne suis pas historien, mais quand même, nous savons que le premier code en matière des droits de l'homme, par exemple, c'est le fameux code de Hammurabi. Or, Hammurabi, c'est pas la France, c'est pas les États-Unis, c'est pas l'Occident. Le code de Hammurabi, c'est un code qui a été adopté en Mésopotamie 20 siècles avant notre ère, c'est-à-dire c'est un texte qui date de 40 siècles aujourd'hui. Et ce texte a été adopté dans un empire qui est situé entre l'actuel Iran, l'actuel Irak et la Syrie, etc. Et donc, en parlant de l'édit de Nantes, c'est une façon pour nous de renvoyer à une expérience française des droits de l'homme qui est antérieure à l'expérience de 1789. En réalité, quand vous prenez un traité des droits de l'homme, n'importe quel traité des droits de l'homme, les juristes le savent, le point de départ, c'est toujours la Magna Carta, Petition of Rights, Bill of Rights, etc. C'est toujours comme ça. Mais en réalité, il y a des textes antérieurs, et quand on parle de la France, c'est 1789, et la démonstration que nous avons voulu faire, c'est de dire qu'en réalité, l'expérience française en matière des droits de l'homme est antérieure à 1789, est antérieure à l'édit de Nantes, et l'édit de Nantes n'est qu'une étape. Et pourquoi l'édit de Nantes? D'ailleurs, je le démontre dans cet ouvrage pour dire que finalement, même la laïcité dont on parle aujourd'hui en France remonte en réalité à l'édit de Nantes, parce que pour la première fois, la France va adopter un texte pour, en quelque sorte, déclarer la neutralité de l'État vis-à-vis des religions et l'obligation pour l'État de protéger toute personne indépendamment de son appartenance religieuse. Et non seulement ça, mais assurer positivement la garantie que chacun pratiquerait librement sa religion dans le royaume. Donc c'est une façon aussi de mettre en équivalence, sur la même balance, l'expérience française avec l'expérience anglaise qui est citée souvent comme une expérience pragmatique, etc., à la différence de la déclaration de 1789, qui est une déclaration ambitieuse, qui est une déclaration de portée universelle, alors que l'édit de Nantes vise à garantir les droits des personnes dans le royaume français en rapport avec leurs appartenances religieuses. Voilà. La laïcité, donc, comme vous l'évoquez, si nous considérons cela comme le principe fondateur des droits humains, l'un des principes. L'un des principes, voilà. Oui. Dans un pays comme le Tchad, oui. Comment le respect de cette laïcité-là, de la laïcité de l'État, peut contribuer peut-être à l'instauration, je ne sais pas moi, d'une paix sociale durable? Alors, il y a laïcité et laïcité, parce que la laïcité, c'est un principe qui, grosso modo, consiste à déclarer l'institution étatique comme neutre vis-à-vis des religions. C'est-à-dire c'est une garantie pour chacun de pratiquer librement sa religion. Et aujourd'hui, dans les instruments juridiques internationaux, que ce soit sur le plan continental africain, par exemple, ou sur le plan plus international, plus mondial, avec les instruments onusiens, c'est l'engagement pris par l'État en tant que res publica, c'est-à-dire la chose publique, la chose commune, d'assurer, de garantir à chaque
citoyen ou à chaque personne vivant sur le territoire national la possibilité de pratiquer librement sa religion sans en subir les conséquences. Et quand on parle de pratiquer sa religion, c'est de la pratiquer publiquement, librement. Donc voilà, alors de ce point de vue-là, le fait que l'État se déclare neutre vis-à-vis des religions, cela fait partie normalement de son statut en tant que res publica. Maintenant, quand on parle de la laïcité, là aussi on fait systématiquement référence à l'expérience française, qui est une expérience particulière. Je parlais tout à l'heure de l'édit de Nantes. Ça fait partie de la trajectoire historique de la France. Et toutes les autres sociétés ne sont pas passées par la même trajectoire. Et donc, il appartient à chaque société, de par sa trajectoire historique, de par son expérience, de par ses réalités observables, de proposer le mécanisme, le mode de laïcité qui correspondent au mieux à ces réalités sociales, historiques, etc. On ne peut pas transposer le modèle de laïcité français partout dans le monde, même si c'est un modèle qui inspire, mais il y a d'autres modalités, il y a d'autres mécanismes, ça existe dans d'autres États, que ce soit les États-Unis, la Grande-Bretagne, etc. Tous ces États sont des États qui sont neutres, normalement neutres vis-à-vis des religions. Mais maintenant, les modalités de mise en œuvre de la laïcité peuvent s'adapter aux réalités de chaque société. Okay. Alors, la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui date, je crois, de 1948, si je ne me trompe pas. Exactement. Voilà. A-t-elle une valeur perpétuelle ou se pliera-t-elle à l'usure du temps au point peut-être d'être amendée ou Alors, a priori, c'est un traité international. La Déclaration universelle de 1948 a été adoptée dans le cadre du système onusien. Ce sont les Nations Unies, 3 ans après leur création, au travers d'une commission technique qui a été créée, qui vont proposer ces textes soumis à adoption et à ratification. Donc, on peut dire que c'est un texte à durée indéterminée. Mais maintenant, s'agissant d'un traité international, il n'est pas impossible que l'on puisse... Alors, les amendements, bien sûr. Alors, on n'a pas amendé la déclaration elle-même au travers de ces articles, mais on va compléter la déclaration qui est un texte de base et qui est un texte déclaratoire et donc qui n'a pas une valeur juridique contraignante, même si on considère aujourd'hui qu'elle a une autorité quasi coutumière. Cette déclaration va être renforcée par différents instruments conventionnels qui, eux, vont avoir ont une autorité contraignante vis-à-vis des États. Par exemple, les 2 pactes de 1966 relatifs aux droits civils et politiques, d'une part, et aux droits économiques et sociaux, d'autre part. Et puis de nombreuses autres conventions relatives aux droits des femmes, aux droits de l'enfant, relatives contre la torture, contre les disparitions forcées, etc. Donc ce sont des instruments plus contraignants, conventionnels, dotés d'organes de contrôle, alors que la déclaration a une valeur purement déclaratoire. Il n'y a pas un comité de suivi de la déclaration, parce que les États se sont engagés à mettre en œuvre cet instrument, alors que les autres instruments, qui sont des instruments conventionnels, sont dotés chacun d'un comité de suivi, d'un organe de contrôle et d'évaluation. Est-ce que ce n'est pas cette flexibilité qui fait que, par exemple, si nous prenons l'aspect liberté, qui est mise à rude épreuve par... certains comportements, par exemple, dans certains États où, par exemple, la survivance de l'esclavage qui continue par se pratiquer encore de nos jours. Alors là aussi, il s'agit d'un problème qui est lié, on va dire, à des pratiques sociales et à certaines pratiques sociales qui survivent malgré les engagements pris par les États. Aujourd'hui, en l'état actuel des choses, quasiment tous les États membres des Nations Unies se sont prononcés contre l'esclavage et ne se sont pas prononcés seulement verbalement. Chacun de ces États a souscrit aux instruments juridiques internationaux qui condamnent l'esclavage, se sont dotés des moyens contre l'esclavage, mais maintenant il existe dans certaines sociétés des pratiques ancestrales qui parfois on va dire, survivent et contournent parfois l'autorité de l'État. Vous voyez, donc que ce soit sur le continent africain, dans de nombreux États, il existe des formes, on va dire, contemporaines de l'esclavage et ces pratiques se font en violation de l'autorité de l'État. Si je change d'horizon, vous prenez un État comme l'Inde, qui, dès son indépendance, a adopté l'une des constitutions les plus libérales au monde. Cette constitution a posé comme principe
constitutionnelle, l'égalité de tous les citoyens. Mais aujourd'hui encore, il existe des personnes en Inde qui sont victimes de discrimination en raison de leur appartenance à la caste dite Dalit. Ce n'est pas l'État indien qui est responsable de ces pratiques discriminatoires, mais c'est la société dans son fonctionnement qui n'est pas tout à fait en phase avec les évolutions voulues par l'État indien moderne. Voyez, et donc ça existe dans d'autres pays également. Sur le continent africain, je reviens, il y a des pratiques que dans les instruments africains, on considère comme les pratiques traditionnelles néfastes. Les États africains se sont prononcés sur un certain nombre de ces pratiques traditionnelles néfastes, mais malgré les mécanismes mis en œuvre, malgré les efforts fournis par ces États, certaines de ces pratiques survivent. Et donc c'est en violation de l'autorité de l'État, des lois de ces États, et non pas avec leur complicité. Alors, et si nous voyons aussi un autre aspect, la liberté d'expression. Oui. Quelquefois, dans des pays qui ont ratifié, bien entendu, la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais qui essaient de restreindre cette liberté-là. Qu'en dites-vous? Alors, la liberté d'expression est un droit fondamental, cela est évident. Mais maintenant, quand on parle de la liberté comme droit, cela ne signifie pas une licence, cela ne signifie pas qu'on a le droit de faire ce qu'on veut. Comme on le dit ordinairement, ma liberté s'arrête là où commence celle d'autrui. Et le rôle de l'État, justement, c'est de faire de sorte que toutes les libertés puissent s'exprimer dans le cadre national. Parce qu'autrement, si la liberté doit consister pour chacun à faire ce qu'il veut, ça contribuerait à créer une sorte de la loi du plus fort, etc. Donc, la liberté, y compris la liberté d'expression, est un acte de responsabilité. Je vais vous donner des exemples concrets pour l'illustrer. Par exemple, quand on parle de la liberté d'expression, est-ce que cela me confère le droit de diffamer? Est-ce que cela me donne le droit de tenir des propos injurieux, etc., à l'égard d'autres personnes? Non. La liberté d'expression est un droit qui est reconnu par les États, par la communauté internationale, pour que chacun puisse disposer, puisse exprimer librement ses opinions religieuses, politiques, philosophiques ou autres, sans avoir à craindre quelque persécution que ce soit. Mais cela ne me donne pas le droit de diffamer, de discriminer, de me livrer au négationnisme, par exemple. C'est un débat qui est récurrent dans certaines sociétés, notamment en France, au sujet du négationnisme. Est-ce que la liberté d'expression veut dire que je dois verser dans le négationnisme par rapport à certains faits historiquement, judiciairement constatés? Par exemple, des décisions de justice qui ont reconnu, par exemple, certaines personnes comme étant coupables de crimes contre l'humanité, de génocide, etc. Ou bien nier, par exemple, l'existence de l'extermination des Juifs, ou bien du génocide des Tutsis, etc. Mais là, on n'est plus dans la liberté d'expression, on est dans une posture idéologique consistant à verser dans le négationnisme. Donc, je conclurai en disant, par rapport à cette question, c'est que la liberté d'expression est un droit fondamental, mais ce droit est un droit qui engage aussi notre responsabilité universitaire, intellectuelle, journaliste, société civile, autorité de l'État, etc. Finalement, les droits de l'homme sont un processus permanent en fait. Aucune société ne peut prétendre être au-dessus de la mêlée, être au-dessus de tout soupçon en matière des droits de l'homme. Il est indéniable qu'il y a des progrès dans certains contextes, des progrès à faire davantage encore dans d'autres contextes, etc. Mais ce que nous avons voulu démontrer au travers de cet ouvrage, c'est que, et c'était notre conclusion, c'est que les droits de l'homme sont un défi permanent. Un défi permanent pour toutes les sociétés, un défi permanent pour tous les États qui se sont engagés universellement à garantir le respect de ces droits fondamentaux pour tous les citoyens et pour les personnes sous leur juridiction. Monsieur Roger Koudé, merci beaucoup d'être Merci infiniment à vous. Nous renvoyons donc nos téléspectateurs à aller, si c'est possible. Est-ce que l'ouvrage est disponible? Alors, l'ouvrage est disponible en open access sur le site de l'éditeur, en libre téléchargement. Et ça fait partie de la particularité de cet éditeur. Les éditions des archives contemporaines ont pris une grande avance en proposant le libre accès, la démocratisation du savoir et de la culture. Et donc tout le monde peut librement télécharger, sans péage, cet ouvrage sur le site de l'éditeur. Fidèles téléspectateurs, nous voici donc arrivés à la fin de notre rendez-vous d'aujourd'hui qui était donc consacré
au livre de M. Roger Coudé intitulé « La fondamentalité des droits de l'homme », paru aux éditions des archives contemporaines. Merci à vous donc de nous avoir suivis. Continuez à regarder les programmes de Télé Tchad. Au revoir.